Les variables les plus importantes pour réussir sur les investissements de long terme si on choisit nos actions par nous-mêmes. SQGLP, c'est les size, c'est la taille, qualité, croissance, longévité et les prix, la valorisation. Pour bâtir les portefeuilles que j'ai fait depuis 2011 à titre personnel, j'utilisais ces stratégies pour créer les portefeuilles qui est partagé un réel, des investissements réels que j'ai fait devant tout le monde de ma formation qui font les suivis de mon portefeuille. Plus de 500 personnes ont accès à ces portefeuilles. J'utilise exactement cette stratégie présentée pendant cette semaine pour bâtir ces portefeuilles-là qui surperforment les marchés. Et ça ne suffit pas de présenter mon portefeuille. Vous devez toujours réfléchir, ok, d'où vient cette stratégie, qui utilise cette stratégie et pourquoi elle est gagnante. Et c'est pour ça que je vais partager les astuces des principaux investisseurs et des principaux fonds d'investissement qui utilisent cette stratégie. Malheureusement, la majorité des particuliers ne connaissent pas cette stratégie. C'est pas tout le monde qui travaille dans les domaines de la finance. La finance n'est pas un sujet très partagé partout. Aussi, la partie mentale, avoir la discipline et savoir quoi faire pendant les moments des hausses ou des baisses de marché, c'est quelque chose d'important. Même si vous faites déjà un bon choix d'actifs, si vous choisissez déjà bien les actions, il faut savoir quoi faire sur chaque cycle de marché. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut apprendre avec chaque investisseur qui a fait histoire dans la bourse, comme William Higgins, comme César Paiva, comme John Greenblatt et des autres investisseurs. Comment on doit dénicher. Ok, je sais que la taille c'est importante, mais quelle taille? Ok, la qualité est importante, mais quelle qualité? La croissance, quel type de croissance? On va dénicher tout ça pour qu'on puisse au troisième épisode analyser vraiment une société dans les cas pratiques, prendre une société et analyser les ratios ensemble. Donc je dois vous expliquer certains ratios et quelque chose qu'on va analyser aujourd'hui. Donc on va commencer avec les critères S, les size, critères forcément utilisés par William Higgins, un des meilleurs investisseurs de l'histoire de la France, un des meilleurs gérants. Et les études montrent qu'environ 68% des multi-baggers, donc je vais faire la traduction, multi-baggers, c'est la traduction par des sociétés qui ont fait une multiplication par plusieurs fois. Donc imaginez une société qui pesait 50 millions et après elle arrive à 1 milliard. Elle se multiplie par 20. Quand on dit multi, ça veut dire plusieurs fois. Baggers, c'est un mot en anglais juste pour montrer cette multiplication. Combien de fois elle se multiplie. 68% des sociétés qui se multiplient par plusieurs fois se négocient en dessous des 300 millions de dollars. Cette étude elle a été faite il y a quelques années et en actualisant avec les valeurs actuelles, on peut considérer que ces critères est respecté si la société pèse entre 300 millions et 1,5 milliard. Donc, Michael, mais si j'ai choisi une société de 200 millions, c'est pas bon? Non, c'est juste l'étude. Elle montre que 68% des cas des sociétés qui vont s'y multiplier par plusieurs fois pèsent entre 300 millions et 1,5 milliard. Il peut y avoir des sociétés qui vont peser une centaine de millions et va se multiplier encore plus. Mais si on commence à diminuer la taille des sociétés, on va avoir moins d'informations disponibles. Il y a des sociétés qui pèsent déjà 1 milliard, ils vont se multiplier par une centaine de fois encore. Ok, donc 68% des cas tombent sur une capitalisation de 300 millions et 1,5 milliard. Donc c'est ça qu'on doit faire attention. Si on va choisir un portefeuille de small cap, il faut qu'au moins la majorité des sociétés tombent dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on a par rapport les informations qualité? Je vais faire une vidéo YouTube par rapport à Joe Greenblatt. Il est un des meilleurs investisseurs de l'histoire et peu de gens connaissent son travail. Il a fait 29% par an pendant 19 ans. Donc c'est une performance impressionnante. C'est une multiplication des capitales par plusieurs fois. Et lui, il parle de la qualité des affaires et qualité de la gestion. Qualité des affaires, c'est la qualité du produit, du service, des avantages par rapport aux concurrents et comment on peut mesurer ça. Notez ça, hein, c'est important. Comment on peut mesurer la qualité des affaires, les avantages par rapport aux concurrents, etc. Il y a deux principales variables qu'on peut utiliser. Il y a plusieurs variables financières, évidemment, mais il y a deux principales qu'on peut utiliser. Et moi, j'utilise aussi à titre personnel. Et évidemment, tout le monde dans ma formation utilise également. C'est la marge nette et les retours sur capitaux propres. Qu'est-ce que c'est la marge nette? C'est combien d'argent net reste dans la poche de la société à partir du chiffre d'affaires. Donc, si la société a un chiffre d'affaires d'1 milliard et elle fait 100 millions de résultats nets, ça veut dire elle a 1 milliard de chiffre d'affaires. Après, elle paye les fournisseurs, les employés, la matière première, les impôts, tac, 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 tac. À la dernière ligne, il est à 100 millions. Donc, 1 milliard de chiffre d'affaires, 100 millions de résultats nets. 100 millions divisé par 1 milliard, ça donne 0,10. Ça veut dire 10%. Donc, la marge nette, c'est combien d'argent net reste dans la poche de la société. Normalement, on souhaite investir sur des sociétés qui ont la marge nette supérieure à 7%. Mais où je trouve ça? Sur des sites de finances comme Morningstar, Investing, Zone Bourse, on fera ça ensemble au troisième épisode, vous inquiétez. Donc si on trouve que les ratios est de 7% ou plus, c'est déjà intéressant. La société au moins, elle est éligible à rentrer dans notre portefeuille. La qualité de gestion, c'est un peu plus complexe parce que c'est difficile de mesurer avec des ratios, mais d'après l'analyse de Joe Greenblatt et de M. William Higgins
bons aussi. Une variable financière, mathématique qu'on peut utiliser pour analyser la qualité de la gestion, c'est les retours sur capital propre. Ces ratios, c'est quoi? C'est la rentabilité qu'on a à partir de ses propres moyens. Combien d'argent on gagne avec la société à partir de l'argent investi de la société sur les business. On verra ça ensemble, comment interpréter ces ratios en détail. Ok? Mais en grosso modo, pour les calculer, on va utiliser aussi les résultats nets. Ok? Donc, ce qui reste dans la poche de la société, divisé par les actifs moins les passifs. Donc, si j'ai fait tout ce que la société possède moins tout ce qu'elle a comme dette, on va avoir un résultat qu'on appelle des capitaux propres. On va diviser les résultats nets par les capitaux propres. À nouveau, si ces ratios donnent une valeur supérieure à 7-8%, c'est déjà une bonne variable. Vous inquiétez pas besoin de mémoriser parce qu'on va faire tout ça ensemble. Il y aura des pages prêtes pour ça sur le 3e épisode, une fois qu'on va analyser quelques sociétés ensemble. Mais d'abord, vous devez connaître les principes. Vous devez garder en tête l'interprétation. Bon, César Paribas, il va toujours privilégier les growth, la croissance. Il y a plusieurs aspects de la croissance. La croissance des bénéfices et la croissance des valorisations. La première croissance, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Si j'ai fait la croissance des bénéfices, j'ai fait la croissance des volumes des ventes, si j'ai fait l'augmentation de la marge. Donc, par exemple, comment je peux avoir de la croissance dans un business? Si j'ai fait les mêmes montants des chiffres d'affaires, mais si j'ai diminué les coûts des fournisseurs, ça va rester plus d'argent dans ma poche à la fin. Imaginez, j'ai fait 1 milliard de chiffres d'affaires. Avant, j'ai payé 400 millions pour les fournisseurs. Maintenant, je vais payer 100 millions pour les fournisseurs. C'est sûr que maintenant, ça va rester plus d'argent dans ma poche. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir de la croissance des bénéfices. Commencer à vendre sur des autres pays. Donc, en augmentant les niveaux des ventes, la quantité des produits vendus. En augmentant les niveaux des marges, ça veut dire je peux vendre un peu plus cher ou je peux économiser avec les fournisseurs. Donc, ça, c'est une manière d'avoir de la croissance des bénéfices. L'autre croissance, c'est la croissance des valorisations. Ça, c'est un peu plus complexe de comprendre, mais je peux traduire pour vous comme c'est les attentes du marché par rapport à la société. Est-ce que la société toujours livre des bons résultats? Est-ce que les managements toujours travaillent bien? Est-ce que les gens à la tête de la société sont capables de générer de la croissance au fur et à mesure que les années vont passer? Donc là, on peut analyser aussi la croissance des valorisations. Si la société, à chaque fois plus, elle est plus valorisée au regard du marché. Ici, on a les cas des Monster Energy, la société concurrente des Red Bull, et vous avez la valorisation entre 2005 et 2014. Qu'est-ce que c'est les PE, qui en français, on peut appeler aussi des PER, c'est Price to Earn. Je vais traduire. Pourquoi pour Monster, il y avait la valeur de 28? Si j'ai prenais la capitalisation des Monster, donc ça veut dire combien Monster vaut dans la bourse en 2005, et je divise par les résultats nets des Monster en 2005, ça va donner 28. Donc ça veut dire que la valeur des Monster dans la bourse, c'est 28 fois plus élevé que l'argent que la société empoche pendant l'année de 2005. 2006, cette valeur, c'était 30, 29, 30, etc. Normalement, plus élevé, c'est ces valeurs des PER, ces valeurs des PE. Ça veut dire que la société, elle est plus chère. Normalement, la moyenne des États-Unis, c'est de 17 à 20. Ça veut dire que Monster, il est cher. Si on regarde seulement ces ratios-là, oui, ça semble qu'elle est chère. Mais la société avait une croissance de résultats nets de 118%. Après, 2006, 60%. En 2007, 36%. Baisse en 2008 parce que toutes les sociétés ont fait des résultats négatifs à cause de la crise. Ensuite, 99% de croissance. Donc, ça veut dire, en 2005, la société en bourse valait 28 fois plus élevé que son résultat net généré. Mais, si elle fait entre 2005 et 2006 une croissance de plus de 200%, ça veut dire qu'elle a plus que doublé, elle a fait x3 son résultat net. Donc, ça veut dire que maintenant, en 2006, la société devient encore plus intéressante parce que la société, elle est capable d'augmenter les résultats nets énormément. Donc, par exemple, la société avait une capitalisation des 50 millions et elle générait un résultat qui était, de 2 millions de résultats nets. Mais avec une croissance de 218% de résultats nets, elle fait plus 2 millions. Elle fait maintenant, l'année prochaine, 8 millions de résultats nets. Donc, c'est sûr qu'elle doit augmenter sa valorisation dans la bourse. Et il est important aussi d'avoir de la longévité. Ça veut dire avoir de la qualité et avoir de la croissance sur les longs termes. Ça sert à rien d'avoir un produit, avoir un business qui a de la qualité pendant 3 ans, pendant 2 ans. Et après une dizaine d'années, la société va plus exister parce que les produits, il est pourri, les services clients, il est pourri. La croissance, maintenant, elle est négative parce que la société commence à faire faillite. Donc, il faut avoir de la qualité et de la croissance, mais que ça soit
sur les longs termes aussi. Sur mon site clubdevaleurs.com/downloads, vous pouvez télécharger mon ebook d'analyse fondamentale d'action. Ici, il y a encore l'image du guide 2022, mais j'ai actualisé ces guides en 2023. Vous avez un ebook de plus de 60 pages qui explique en détail, de la manière la plus pédagogique possible, comment interpréter les ratios d'analyse fondamentale. Et on peut choisir une société, on peut déjà estimer si une société est bonne ou pas en analysant les ratios fondamentaux. 80% de tous les sujets qu'on vient de discuter ici, si la société est bonne ou pas, ça peut être mesuré par des ratios financiers. Et ces ratios financiers, il n'y a rien de complexe. Toujours, ce sont des ratios que vous avez même pas besoin de savoir les calculer. Vous avez besoin juste de savoir les interpréter, comme je suis en train de vous expliquer maintenant. Parce que les sites de finances gratuits sur l'Internet vont vous donner déjà la valeur exacte déjà calculée et donc vous devez juste interpréter. Bon, donc les stratégies que j'utilise dans la formation avec mon portefeuille personnel, c'était pas moi qui ai créé de nulle part. J'ai pris ce qu'il y a de meilleur sur chaque investisseur. Quand j'ai fait mon diplôme d'analyse financière, là était encore plus clair pour moi. Qu'est-ce que je devais rassembler pour utiliser comme stratégie. Et donc on a ici dans la première image Graham, qui c'était les professeurs de Warren Buffett. C'était les créateurs de la profession d'analyste financier. Après on a Joe Greenblatt avec sa performance énorme, toujours avec les biais de qualité. Le jour où il voulait montrer que les ratios de qualité sont très importants. La discipline de M. William Gonski se base aussi sur les études de O'Shaughnessy, qui est juste en dessous. Et César Paiva, quand j'ai commencé à investir au Brésil, c'était ma principale source d'études et d'analyse. J'ai regardé tous ces interviews, etc. Donc, c'est un mélange de ça avec la stratégie SQGLP que j'ai mis ensemble pour justement bâtir mon portefeuille et manager mon portefeuille. N'oubliez pas, il faut avoir une stratégie validée, il faut avoir la mentalité d'investisseur et n'oubliez pas toujours de travailler, même si vous ne travaillez pas dans la finance, travaillez toujours avec de la transparence et honnêteté. Toujours sur les chaînes YouTube, la chose qui me gêne en plus, comme quelqu'un qui crée les contenus sur YouTube, est voir des autres personnes qui travaillent sur les mêmes domaines d'activité, qui parlent des finances, la stratégie ETF ne fonctionne pas. Justement parce que cette personne, elle essaye de défendre une stratégie qu'elle utilise. L'autre va dire que la stratégie à dividende ne fonctionne pas, c'est mieux les ETF. L'autre va dire que les small cap ne fonctionnent pas parce que c'est plus risqué, il faut investir sur les dividendes. Mes amis, là je vous présente une des principales stratégies du monde, une stratégie que j'utilise, mais évidemment elle n'est pas la seule, mais elle est la plus rentable. Mais pour être la plus rentable, évidemment, il y a des autres inconvénients. C'est quoi l'inconvénient? Vous devez choisir les actions par vous-même, c'est pour ça que je vous explique ici comment les faire. Vous devez être diversifié pour diminuer les risques, donc vous ne pouvez pas concentrer sur les mêmes secteurs, tout sur la même société. C'est pour ça que vous devez connaître une stratégie validée. Et je vous dis, ça vaut la peine de connaître une stratégie validée. Ça vaut la peine d'avoir la mentalité d'investisseur. Ça vaut la peine d'étudier, d'apprendre, passer quelques semaines en train de regarder des vidéos, de lire des livres, etc. Pour après avoir pour les restes de la vie une stratégie bien établie qui va rentabiliser toute votre épargne. Donc, nous avons encore beaucoup de sujets à apprendre. Et le troisième épisode, il est dédié à la pratique. On va choisir Technoglass comme exemple des sociétés qui a réussi dans les portefeuilles parce que sur 15 mois, c'est la société qui a doublé de taille dans notre portefeuille. Il y a des autres qui sont à plus 50, plus 60, plus 40, mais Technoglass est la principale réussite. Et je vais donner aussi l'exemple d'une société qui n'a pas performé bien pour montrer aussi des choses qu'on doit éviter ou des choses qu'on doit peut-être améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer sur les investissements. Donc, nous avons un rendez-vous sur le troisième épisode les vendredis à 20h. Et n'oubliez pas que dimanche encore, je vais parler de mon portefeuille spécifiquement. Donc, je vais montrer comment j'ai commencé à les bâtir, quel investissement que j'ai fait mensuel, quels sont les erreurs, quelle est la volatilité, etc. Donc, on a les troisième épisode les vendredis. Ça va marquer aussi l'ouverture de la formation Insider. Les 50 places seront disponibles à partir des vendredis. Et dimanche, je vais parler de mon portefeuille à 20h aussi sur YouTube. Et n'oubliez pas, les liens des préinscriptions, c'est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous recevez 100 € de réduction pour les gens qui vont faire l'inscription en utilisant les liens des préinscriptions ci-dessus. Mes amis investisseurs, n'hésitez pas à poser des questions. Moi et mon équipe, on va faire notre max pour répondre à vos questions maintenant jusqu'au live des vendredis avec les troisième épisodes. N'oubliez pas de liker la vidéo et c'est très important d'envoyer ces liens aux collègues. Vous n'imaginez pas comment vous pouvez nous aider, moi et mon équipe, si vous partagez les liens de cette vidéo parce que YouTube va comprendre que ce sujet est intéressant et va partager aussi automatiquement avec encore des autres personnes. Donc, si vous pouvez partager avec vos amis, je vous remercie énormément. On se voit au troisième épisode vendredi.